Livre 4. Titre du livre: Chemin de vie. Épisode 1. Auteur: Ammar Belmostefawi. Images d'illustration: Karen Gallego. Vous trouverez nos coordonnées dans la description. Bonne écoute et visionnage à vous. Avertissement. Toute coïncidence ou ressemblance avec des personnages réels n'est ni fortuite ni volontaire. Si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quel chemin vous y mènera. Lewis Carroll. En mémoire en Antonine. Dernière de couverture. Et si vous découvriez un livre prévoyant le futur, est-ce que vous tenteriez de changer votre devenir ? Quel chemin prendrait votre vie ? En 2001, un jeune étudiant redécouvre un livre qui a pris la poussière dans la bibliothèque familiale. Ce livre, qu'il prénomme L4, est étrange. Il prévoit le futur, dont la Troisième ainsi que la Quatrième Guerre mondiale. Qui a rédigé ce manuscrit ? Et quand ? Est-ce une fiction ou la réalité à venir ? Ce récit va vous éclairer. Introduction. La plupart d'entre nous ont déjà perdu un proche. Si ce n'est pas encore votre cas, ne vous en faites pas. Cela ne va pas tarder. Quand cela vous arrive, plusieurs options s'offrent à vous. Vous n'êtes pas affecté, cela vous laisse indifférent. Un problème psychologique se profile. Vous pleurez toutes les larmes de votre corps et vous finissez par faire le deuil. Vous vous en remettez difficilement, passant par différentes phases, dont la dépression. La situation la plus difficile, vous développez une maladie liée à un moment de faiblesse immunitaire. Il y a sûrement d'autres réactions face à cette situation qui est la perte d'un proche. Votre réaction sera différente selon votre relation avec la personne. Étiez-vous proche ou pas avec le défunt disparu ? Moi, j'ai déjà perdu des personnes de ma famille, des amis, des ennemis. La mémoire n'oublie jamais. Dans notre inconscient, il reste toujours une trace de cette perte. La perte d'un proche vous rappelle avec effroi que nous finissons tous de la même manière. Désolé, j'ai oublié un cas. Il y a ceux qui se réjouissent d'un décès pour l'héritage. Oui, cela existe. Moi, j'ai hérité d'un manuscrit. Je n'ai pas acquis un pouvoir ou de l'argent, mais un bouquin. Qui lit de nos jours ? Pas grand monde. Qui aime réfléchir, se triturer le cerveau ? Encore moins de personnes. Que contient ce manuscrit ? N'allons pas trop vite. Je vais déjà vous raconter où je l'ai trouvé. Pendant des années, mon père s'était occupé d'un vieux monsieur dénommé Simon. Quand ce vieillard a quitté ce monde, d'après mes souvenirs, il a laissé un livre. Nous l'avons trouvé dans la tablette de nuit de sa minuscule chambre. Ce monsieur n'avait pas de famille, et quand nous avons procédé à son déménagement, que ses affaires ont été données à des personnes dans le besoin, mon père m'a tendu un vieux livre. Ce livre n'a jamais quitté mes petites mains. Lorsque je suis rentré au domicile familial, j'ai rangé cet ouvrage dans ma bibliothèque, entre les bandes dessinées qui se situent tout juste à côté de mon bureau. On devait être en 1986-1988. J'avais donc entre 6 et 8 ans. Je n'ai ouvert cet intrigant ouvrage que des années après, en 2001. Ce manuscrit avait été oublié. J'imagine que vous voulez connaître le titre de ce vieil ouvrage. La Quatrième Guerre mondiale. Forcément, de prime abord, je me pose la même question que vous. Où est passée la Troisième Guerre mondiale ? Il faut croire que nous ne l'avons pas encore vécue au moment où je vous écris, c'est-à-dire entre 2001 et 2008. Mis à part moi, au départ, personne n'a lu ce livre en entier. D'une part, il a été oublié dans la bibliothèque familiale pendant de nombreuses années. D'autre part, à la base, je ne suis pas passionné par ce que je considère être de la science-fiction. Un jour, je ne sais pas pour quelle raison, je l'ai embarqué avec moi dans ma chambre universitaire. C'était en 2001. Ce livre écrit à la main, au stylo bleu, ressemblait à une écriture de gaucher. J'ai tenté de lire le contenu de ce manuscrit, mais je fus rapidement freiné par le style d'écriture. Et pourtant, je suis gaucher également. J'écris très mal,
et il m'arrive même de ne pas réussir à me relire. À chaque fois, j'abandonnais la lecture de cet ouvrage à la première page. Aussi, j'étais trop jeune pour comprendre un livre qui parle d'avions qui s'écrasent sur des tours. Allez savoir pourquoi, mais ne l'ayant pas touché depuis des années, j'ai commencé à ressortir de ma bibliothèque cet ouvrage et je l'ai embarqué avec moi dans ma cité universitaire, sûrement pour prendre le temps de déchiffrer cette écriture semblable à des hiéroglyphes. J'ai décidé de vous partager le contenu de ce livre que je nomme L4 à partir de cet écrit que vous tenez entre vos mains. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai tenté d'en parler à mon entourage, mais le peu à qui j'en ai parlé m'ont assimilé à un fou ou du moins ne m'ont pas pris au sérieux. Je vais vous conter quelques prédictions passées et à venir avec le plus de clarté possible. Je me répète, ce que vous lisez en ce moment a été écrit entre 2001 et 2008, lorsque j'ai ressorti cet étrange livre de la bibliothèque familiale. Ce livre traite de la 4e guerre mondiale. Le hasard ? Le lundi 10 septembre 2001, j'étais étudiant à la faculté de droit. Après un baccalauréat scientifique, j'ai suivi un cursus AES, Administration économique et sociale. Je venais à peine d'entrer à l'université, le lundi 3 septembre 2001. Ayant validé un baccalauréat scientifique, j'avais énormément travaillé une matière que je ne connaissais pas en faisant l'acquisition d'un dictionnaire d'économie. Les vacances estivales avaient été pour moi une opportunité de lire et relire ce livre. J'allais rarement au centre-ville, pour ne pas dire jamais. Je n'avais pas le temps. Généralement, je travaillais mes cours. Ce jour-là, allez savoir pourquoi, j'ai décidé de profiter de mon après-midi sans cours pour aller me poser dans un salon de thé et boire un café. Une petite voix dans ma tête me poussait à me rendre en ville. Jusqu'à la dernière seconde, j'étais résolu à contredire cette voix intérieure. Et comme je suis toujours jugé comme quelqu'un qui travaille de trop, je me suis laissé aller par mon envie. J'ai fait une pause café. Je me suis donc rendu au salon accompagné d'un livre sur le droit administratif. Après avoir commandé un allongé, accompagné d'un pain au raisin, j'ai senti une personne m'observer, un vieil homme. De par son âge avancé, il m'a fait penser à Simon. Il semblait incohérent dans ses propos. Nous étions peu nombreux dans cet établissement. Ce monsieur était assis à 2 tables de moi. Il marmonnait et semblait se parler à lui-même ou à quelqu'un d'autre invisible à l'œil nu pour le commun des mortels. En même temps, il manipulait de ses mains un chapelet, sorte de porte-bonheur peut-être. Est-ce que cet homme priait tout simplement ? J'ai fini par oublier sa présence dans ces lieux tellement j'étais absorbé par mon livre. Soudain, le vieux monsieur s'est assis en face de moi, juste en face de moi. Il me fixait. Son regard faisait peur, ou du moins, il n'était pas rassurant. S'en est suivi une question. Il m'a demandé ce que je lisais. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Il m'a affirmé que je portais un lourd poids sur mes épaules, mais que je devais me ménager et aussi réfléchir différemment. Encore une fois, je n'ai pas eu le temps de répliquer. En fait, je ne comprenais pas ce qu'il me disait, ou plutôt, où il voulait en venir. Brusquement, il m'a pris des mains le livre de droit, m'indiquant que j'avais des choses plus intéressantes à lire ou à écrire, que le Vatican m'attendait au tournant. Je n'ai pas tout de suite saisi ce à quoi il faisait allusion. Lorsqu'il m'a demandé 3 fois de suite quel jour nous étions, j'ai réussi à lui faire une phrase. Il m'a alors indiqué que nous étions à la veille de la 3e guerre mondiale, aussi dénommée la guerre silencieuse. Il a ajouté que si je ne pouvais pas faire grand-chose contre cette dernière, je pouvais au moins anticiper la 4e. Instantanément, je suis devenu tout blanc. Une chaleur a traversé tout mon corps. Comment ce monsieur savait que je possédais un livre abordant ce sujet ? Quand j'ai jeté un regard en sa direction, il s'est levé, faisant un geste, réalisant un cercle avec son index au niveau de sa tête, me faisant comprendre par sa gestuelle que je devais réfléchir à ses dires. Il est revenu vers moi, posant ses 2 mains sur la table, et il m'a déclaré qu'à partir de demain, l'encre bleue deviendra noire. Il finit par sortir précipitamment des lieux, disparaissant au coin de la rue. Quant à moi, je suis resté étourdi, comme sonné par mon échange
avec cet homme étrange. Qui était cet individu? J'ai payé mon addition et je me suis empressé de rentrer dans mon petit logement. J'ai pris le livre de Simon et j'ai lu la première page. Elle indiquait que lorsque les deux tours vont tomber, la plupart des pays vont entrer en guerre économique et militaire. À partir du 11 septembre 2001, les États-Unis vont entrer en conflit juste après l'apogée de la bulle Internet en mars 2000. Je ne comprenais pas tout. C'était plus clair que du Nostradamus, mais cela restait un bouquin de fiction à prendre avec des pincettes. Ce livre était écrit à la va-vite, comme si quelqu'un avait précipitamment recopié un autre ouvrage original dans les plus brefs délais. C'est pour cette principale raison que je n'avais jamais lu plus d'une page. Et lorsque j'étais enfant, je n'avais pas suffisamment de maturité pour déchiffrer et comprendre le contenu de ce livre, tant est encore que je m'intéresse à cette œuvre. Le vieillard avait en effet parlé du 11 septembre 2001 en m'indiquant qu'il y aurait un phénomène qui changerait la situation actuelle du monde. J'ai pris cela comme le fruit du hasard et j'ai préféré remettre ma tête dans mes cours. En ce jour ensoleillé, j'ai laissé ce livre épais sur le rebord de la fenêtre de ma chambre de 9 mètres carrés. Je me suis fait chauffer de l'eau et j'ai savouré un autre café, lyophilisé cette fois-ci. J'ai fini par me coucher tard, vers 1h du matin, laissant la fenêtre de ma chambre ouverte afin de tenter de rafraîchir la pièce. Le lendemain, j'étais en retard pour mes cours. Fort heureusement, mon logement se trouvait au sein du campus universitaire. J'étais à 5 minutes de l'amphithéâtre. Cela tombe à pic. Je me rappelle qu'une demoiselle, comme d'autres, avait remarqué que j'étais toujours placé le plus proche possible du professeur afin de bien entendre ce dernier dans cette grande salle. Elle était venue me faire les yeux doux afin de me demander de lui prêter mes notes. Cela avait l'air de lui tenir à cœur. On pouvait très facilement remarquer un piercing au niveau du nombril et surtout un tatouage au niveau du ventre, sorte de trèfle à 4 feuilles qui avait sûrement pour objectif de lui porter chance. 2 problèmes se présentaient à elle. D'une part, j'écrivais comme un docteur, mon écriture était difficilement déchiffrable. Même moi, des fois, j'avais des difficultés à me relire. Pendant la prise de notes, je n'avais pas le temps de faire un effort d'écriture et j'utilisais même des abréviations afin de noter le maximum d'informations délivrées par le conférencier. Je n'écrivais pas toujours en respectant les carreaux sur ma feuille. D'une part, la plupart des personnes qui venaient toutes souriantes demander des cours à des étudiants travaillaient pour une entreprise en parallèle. Elles cumulaient cours et petits jobs d'étudiants. Très souvent, ces personnes disparaissaient et ne revenaient plus jamais à l'université et il était ensuite impossible de récupérer ses propres notes. J'ai donc refusé de venir en aide de cette jeune femme, justifiant que je devais passer mes cours à une autre personne demanderesse. Je me suis fait snober et elle a fini par trouver un autre élève afin d'obtenir le cours. À la pause, la jeune femme a disparu. Par la suite, elle a bien fait partie des étudiants que je n'ai pas revus de sitôt. En 2001, tout le monde n'avait pas accès aux médias ou à Internet. Mais ce jour, après avoir mangé à la cantine universitaire et un passage à la bibliothèque, il était 16 heures passées, je voyais bien dans le regard des élèves que quelque chose n'allait pas. Lorsque j'ai fini par interroger 2 élèves qui paraissaient affolés, ils m'ont exprimé avec beaucoup d'émotion que 2 avions de ligne avaient foncé dans 2 tours et qu'il semblerait que cela ne soit pas un accident, mais un détournement d'avion. Cela avait eu lieu vers 14h45, 15h heure française. Afin d'en savoir un peu plus, j'ai décidé de foncer dans un bar qui possédait une télévision. J'ai pris un café à emporter. Pourquoi ne pas m'être précipité chez moi pour regarder les informations ? Tout simplement parce que je n'avais pas de télévision dans ma chambre. Vu le nombre de mètres carrés que je possédais, si j'avais eu une télé, je n'aurais plus de place sur mon bureau pour étudier et manger. Autre précision qui a son importance, en 2001, les téléviseurs n'étaient pas plats et ils se composaient de gros cubes cathodiques. Arrivé à proximité du bar de l'Espoir, non du bar tabac, il y avait une foule qui s'amassait à l'intérieur et devant la vitrine du commerce. On pouvait voir des images montrant en boucle des avions foncer dans des tours
et des citoyens apeurés courir dans les rues de New York. Nous étions tous surpris et dans le questionnement par rapport à cette situation. Face à cette mauvaise nouvelle, difficile de quitter cet écran TV qui nous avait tous comme ensorcelés. Avec difficulté, je me suis extirpé de ce troquet. J'ai couru en direction de l'université afin de ne pas manquer mon cours de l'après-midi à 17h. Cette fois-ci, c'était le professeur qui était en retard. Il a fini par prendre la parole et il est directement entré dans le vif du sujet en expliquant la situation. Le conférencier nous a expliqué que New York avait subi une attaque. La suite, vous la connaissez. Après de longues explications, nous avons repris les cours. Nous ne le savions pas encore, mais nous étions entrés dans une nouvelle ère, une guerre silencieuse. Lorsque je suis rentré dans mon petit appartement, je me suis dirigé vers cet étrange livre, L4. La première page avait son écriture qui était devenue noire. J'ai eu un mouvement de recul. Le restant de la soirée, j'ai passé mon temps à cogiter sur le passage de l'écriture de cette première page du bleu à la couleur noire. Comment cela était possible ? La seule solution logique que j'ai trouvée, c'est l'exposition prolongée du livre au soleil. C'est à partir de ce jour que j'ai décidé d'écrire sur la découverte de ce livre L4 et mes réactions face à son contenu. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je ferai du livre que vous avez entre les mains. Est-ce que je l'éditerai ? Ou est-ce que je le laisserai traîner sur un banc ? Peut-être qu'un jour, j'en parlerai à ma meilleure amie, Maria. Il fallait que je m'exprime de manière consciente sur ce L4. C'est donc un livre qui explique mon ressenti par rapport à ce livre prémonitoire, ce fameux L4 qui avait atterri dans mes mains lorsque j'étais enfant. C'est la fin de l'épisode 1 de ce livre 4 dénommé « Chemin de vie ». Pour vous, la Troisième Guerre mondiale a-t-elle déjà commencé en 2001 ? Est-elle économique ? Le prochain épisode, l'épisode 2 de ce livre 4, sera mis en ligne sur ma chaîne YouTube à Marbé vendredi prochain. Je profite de ce moment pour remercier Christelle qui se reconnaîtra. Je remercie également Angélique pour la lecture de ce livre en entier avant son édition en format audio sur YouTube. Bien évidemment, je remercie également l'artiste illustratrice Karine Gallego pour son illustration. Enfin, je tiens tout particulièrement à remercier Frédéric Delavier pour son soutien. Je tiens à vous préciser que le livre 1 dénommé TGBO, The Global Blackout, la coupure électrique mondiale, sera bientôt en vente sur Amazon. En attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt.